L'instructrice de natation a été suspendue après un incident à la piscine, mais le millionnaire a vu la serviette dans son sac à dos. Le nom de sa fille disparue lors d'un voyage il y a 24 ans y était brodé. L'eau cristalline de la piscine olympique du club Aguamarina reflétait les derniers rayons du soleil méditerranéen, créant 1000 diamants scintillants à la surface. Isaline Morel ajusta ses lunettes de natation et observa les enfants qui s'échauffaient sur les plots de départ. À 28 ans, elle possédait cette grâce naturelle qui transformait chaque mouvement dans l'eau en véritable ballet aquatique. Mademoiselle Isaline, l'appel joyeux de Camille, 8 ans, la fit sourire. La petite fille, terrorisée par l'eau il y a encore 6 mois après une chute dans un bassin, nageait maintenant avec l'assurance d'un petit dauphin. Regardez comme je plonge bien. Magnifique, ma puce, tu es devenue une vraie championne. C'était ça. Le don d'Isaline, cette capacité inexplicable à transformer la peur en confiance, les larmes en rire, les traumatismes aquatiques en pure joie de vivre. Les familles fortunées de Nice se l'arrachaient, et les autres instructeurs du club ne cachaient pas leur jalousie devant ces résultats miraculeux. « Bon, mes petits poissons, on se concentre », lança-t-elle en frappant dans ses mains. « Aujourd'hui, c'est jour de compétition. Vous allez tous vous surpasser, j'en suis certaine. » Autour de la piscine, les gradins se remplissaient peu à peu, parents en tenue griffée, grands-parents élégants, quelques journalistes de la presse locale. Cette compétition de natation infantile était devenue l'événement mondain de la rentrée sur la Côte d'Azur. Isaline repéra immédiatement Laetitia Dumas, installée au premier rang, son téléphone déjà braqué sur son fils Théo. Le petit garçon de 6 ans semblait étrangement agité. Ses mains tremblaient légèrement, et ses yeux avaient cette lueur vitrée qui inquiéta immédiatement Isaline. Elle s'approcha discrètement. « Ça va, mon champion? Tu te sens prêt ?» Théo hocha la tête avec un enthousiasme un peu trop forcé. « Oui, mademoiselle. Maman dit que je vais gagner. Elle m'a donné une vitamine spéciale ce matin. » Une alarme résonna dans l'esprit d'Isaline. Vitamine spéciale. Les enfants de cet âge n'avaient besoin d'aucun complément avant une simple course de 50 mètres, mais elle n'eut pas le temps d'approfondir. Le starter appelait déjà les participants de la première série. « Allez-y, mes champions, et n'oubliez pas, respirez bien, restez détendus. Et amusez-vous. » Les 8 petits nageurs prirent position. Théo se trouvait sur le couloir numéro 3, directement face aux caméras de sa mère. Isaline remarqua qu'il se balançait légèrement d'avant en arrière, signe d'anxiété chez les enfants. « À vos marques. Prêts. » Le coup de pistolet retentit. 7 enfants plongèrent avec enthousiasme. Théo, lui, resta figé une seconde de trop, avant de se jeter maladroitement dans l'eau. Dès les premiers mètres, Isaline comprit que quelque chose clochait. Le style habituel de Théo, pourtant fluide et coordonné, était devenu saccadé, presque erratique. Ses mouvements manquèrent de précision, comme si ses membres ne lui obéissaient plus complètement. « Allez, Théo, plus vite !» hurlait Laetitia depuis les gradins, son téléphone toujours en position d'enregistrement. À mi-parcours, le drame éclata. Théo s'arrêta brusquement au milieu de son couloir, battant l'eau frénétiquement avec ses bras. Ses yeux, agrandis par la terreur, cherchaient désespérément un point d'ancrage. Il commença à couler. Isaline n'hésita pas une seconde. Elle plongea tout habillée, sa robe d'été se plaquant instantanément contre son corps. En quelques brasses puissantes, elle atteignit l'enfant en détresse. Théo se débattait comme un forcené, griffant et donnant des coups dans sa panique aveugle. « Chut, mon cœur, je suis là !» murmura-t-elle en l'enveloppant de ses bras protecteurs. « Respire avec moi, tout va bien, tu es en sécurité. » Sa voix, douce et apaisante, agit comme un baume magique. Peu à peu, les spasmes de Théo s'atténuèrent. Il s'accrocha à elle comme à une bouée de sauvetage, sanglotant contre son épaule. « J'arrive plus à nager, j'arrive plus à bouger mes bras correctement. » Isaline le porta jusqu'au bord, où plusieurs mains secourables les aidèrent à sortir. Elle s'agenouilla près de l'enfant, vérifiant qu'il respirait normalement, que son pouls était régulier. Tout semblait normal, physiquement du moins. C'est alors que Laetitia Dumas fonça sur eux comme une furie. « Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils ?» hurla-t-elle, son visage déformé par une rage théâtrale. Il était parfaitement préparé. Vous avez dû mal l'entraîner, le stresser. Isaline se releva lentement, dégoulinante, incrédule. « Madame Dumas, votre fils a fait un malaise dans l'eau.
L'important, c'est un malaise. Mon Théo ne fait jamais de malaise. Vous êtes incompétente. Regardez dans quel état vous l'avez mis. » Autour d'eux, les téléphones se levaient. Immortalisant cette scène surréaliste, Isaline prit conscience que des dizaines de personnes les filmaient, que cette humiliation serait probablement diffusée sur les réseaux sociaux dans l'heure. « Maman, c'est pas la faute de mademoiselle Isaline !» tenta faiblement Théo, encore tremblant. « Tais-toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Cette femme t'a traumatisé. » Monsieur Bertrand, le directeur du club, arriva en courant, visiblement affolé. Les Dumas représentaient l'une des familles les plus influentes de Nice. Le mari siégeait au conseil municipal et leur donation finançait une partie des installations. « Madame Dumas, calmez-vous, je vous prie. Me calmer. Votre soi-disant experte a failli noyer mon enfant. Je veux qu'elle soit virée immédiatement et nous porterons plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. » Isaline sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle, qui avait sauvé Théo, se retrouvait accusée de l'avoir mis en danger. La logique semblait avoir disparu de cet univers de façades dorées. « Madame Dumas, soyons raisonnables, » tenta-t-elle une dernière fois. « Raisonnable. Vous voulez être raisonnable. Très bien, monsieur Bertrand. C'est elle ou nous. Choisissez. » Le directeur baissa les yeux. « Lâche. Mademoiselle Morel, je suis désolée, mais je vais devoir vous demander de vider votre casier. » Les murmures de la foule se transformèrent en bourdonnements sourds dans les oreilles d'Isaline. Elle regarda une dernière fois Théo, qui semblait effondré, puis tous ces visages avides de scandale qui la dévisageaient. Certains affichaient une fausse compassion, d'autres une satisfaction mal dissimulée de voir tomber celle qui réussissait trop bien. « Très bien », dit-elle simplement, la dignité intacte malgré l'humiliation. Le trajet jusqu'au vestiaire lui parut interminable. Chaque pas résonnait comme un glas, chaque regard pesait comme une condamnation. Dans son petit casier métallique, elle récupéra ses affaires personnelles, quelques vêtements de rechange, sa trousse de premiers secours, son carnet d'adresses des familles, et surtout, cette petite serviette brodée qu'elle gardait toujours avec elle. Ses doigts caressèrent machinalement les lettres délicates qui formaient « Petit Soleil ». C'était son seul lien avec un passé dont elle ne se souvenait pas. Son unique souvenir de la vie d'avant l'orphelinat Sainte Espérance. Hermana Consuelo lui avait dit qu'elle la serrait contre elle quand on l'avait trouvée. Petite fille de 4 ans aux yeux vides et à la mémoire effacée, elle plia soigneusement la serviette et la glissa dans sa sacoche. Puis, la tête haute malgré les larmes qui menaçaient, elle traversa une dernière fois ce club qui avait été son univers pendant 3 ans. Dehors, la lumière dorée du soir contrastait cruellement avec l'obscurité qui venait de s'abattre sur sa vie. Isaline monta dans sa vieille Citroën C3 et posa son front contre le volant. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait complètement perdue. Comment allait-elle payer les médicaments de Hermana Consuelo maintenant ? Comment allait-elle survivre à cette humiliation publique qui ferait probablement le tour de Nice avant demain matin ? Elle ne savait pas encore que dans les gradins, un homme aux cheveux grisonnants avait observé toute la scène avec une attention bouleversante. Un homme qui venait de reconnaître quelque chose d'impossible dans cette petite serviette brodée, quelque chose qui allait changer leur vie à tous les deux. Julien Marchand n'avait pas bougé de son siège dans les gradins. Autour de lui, la foule se dispersait lentement. Les conversations s'éteignaient, mais lui restait figé, les yeux rivés sur l'endroit où la jeune instructrice avait disparu quelques minutes plus tôt. 52 ans, fortune estimée à plus de 2 milliards d'euros, empire immobilier s'étendant de Monaco à Marseille. Et pourtant, en cet instant précis, Julien Marchand se sentait aussi vulnérable qu'un enfant perdu. Ses mains tremblaient imperceptiblement, tandis qu'il revoyait en boucle cette image, la jeune femme pliant avec un soin infini une petite serviette brodée avant de la ranger dans son sac. « Petit Soleil », ces 2 mots résonnaient dans sa tête, comme un écho venu d'un autre temps, ce surnom qu'il avait inventé pour sa fille, ce diminutif tendre qu'il murmurait à son oreille quand elle avait peur des orages, quand elle ne voulait pas dormir, quand elle riait aux éclats en jouant dans le jardin. Monsieur Marchand, la voix de son chauffeur, Henri, le ramena brutalement au présent. Le vieil homme l'attendait respectueusement en bas des gradins, habitué au silence prolongé de son patron depuis cette nuit terrible d'il y a 24 ans. « Nous rentrons à la villa, monsieur. » Julien secoua la tête. « Non !»
Suivez discrètement la Citroën bleue qui vient de sortir du parking, la conductrice. J'ai besoin de savoir où elle habite. » Henri ne posa aucune question. Après 15 ans de service auprès de Julien Marchand, il avait appris à reconnaître ces moments où son patron basculait dans un état second. Hanté par des fantômes que personne d'autre ne pouvait voir, la C3 d'Isaline serpentait à travers les rues de Nice, s'éloignant progressivement des quartiers huppés pour rejoindre les faubourgs plus modestes. Julien observait ce trajet avec une attention maladive, gravant chaque détail dans sa mémoire comme s'il s'agissait d'indices cruciaux dans une enquête policière. 24 ans, 24 années à chercher, à espérer, à sombrer peu à peu dans une obsession qui avait détruit son mariage et failli lui coûter la raison. Combien de fausses pistes avait-il suivies? Combien de petites filles aux cheveux châtains avait-il observé de loin, le cœur battant, avant de réaliser que ce n'était pas elle? L'été 2001, Biarritz, ces vacances familiales qui devaient être parfaites et qui s'étaient transformées en cauchemar absolu, Florence, radieuse dans sa robe d'été jaune, construisait des châteaux de sable avec Élodie, pendant que lui finissait un appel professionnel sur la terrasse de l'hôtel. « Juste 5 minutes, ma chérie, papa arrive. » Ces 5 minutes avaient duré une éternité. Quand il était redescendu sur la plage, Florence courait dans tous les sens, appelant leur fille d'une voix déjà brisée par la panique. Élodie avait disparu, 4 ans, des boucles brunes qui brillaient au soleil, des yeux verts pétillants de malice, évaporés comme si elle n'avait jamais existé. La voiture s'arrêta devant une petite maison mitoyenne dans le quartier de Cimiez. Rien d'extraordinaire, façade crépi-beige légèrement défraîchie, petit jardin avec quelques roses fatiguées, volets bleus passés par le soleil. Isaline sortit de sa voiture, ses épaules affaissées par le poids de cette journée catastrophique. « Attendez-moi ici », murmura Julien à Henri. Il descendit de la Mercedes et, dissimulé derrière un platane, observa la jeune femme, même de loin, même dans cette lumière déclinante. Il y avait quelque chose dans sa démarche qui lui rappelait Florence, cette façon de pencher légèrement la tête quand elle réfléchissait, ce geste gracieux pour repousser une mèche de cheveux. La porte de la maison s'ouvrit avant qu'Isaline n'ait eu le temps de sonner. Une femme âgée apparut, vêtue d'une robe simple et d'un gilet de laine malgré la douceur de septembre. Même à distance, Julien perçut l'inquiétude dans sa posture. « Ma petite fille, tu es rentrée plus tôt que d'habitude. Il s'est passé quelque chose. » Isaline se jeta dans les bras de la femme âgée avec l'abandon total d'un enfant qui retrouve sa mère. Elles restèrent enlacées un long moment sur le seuil. Et Julien sentit sa gorge se serrer. Cette tendresse, cette complicité évidente, cela lui rappelait douloureusement les retrouvailles quotidiennes entre Florence et Élodie quand sa femme allait la chercher à l'école maternelle. « Hermana Consuelo, j'ai perdu mon travail. » La vieille femme, une religieuse, comprit Julien en remarquant la croix discrète à son cou, caressa les cheveux d'Isaline avec une infinie douceur. « Ma chérie, raconte-moi tout, nous allons trouver une solution, comme toujours. » Elles disparurent à l'intérieur. Julien resta planté là, dans l'ombre de son platane, envahi par un mélange indescriptible d'espoir fou et de terreur absolue. Et si c'était vraiment elle? Et si, après toutes ces années de recherches infructueuses, sa fille vivait à quelques kilomètres de chez lui, sous un autre nom, dans cette modeste maison de banlieue? Mais, et si ce n'était qu'une nouvelle illusion? Combien de fois son cœur avait-il bondi pour rien? Combien de fois avait-il cru reconnaître Élodie dans le rire d'une inconnue, dans la silhouette d'une adolescente, dans les traits d'une jeune femme aperçue dans la rue? Le docteur Elias Romain, son psychiatre, l'avait mis en garde contre ces faux espoirs récurrents qui entretenaient sa souffrance. « Julien, vous devez accepter que votre fille ne reviendra peut-être jamais. Cette obsession vous détruit depuis 20 ans. Mais comment accepter l'inacceptable? Comment faire le deuil d'un enfant dont on n'avait jamais retrouvé le corps? Florence n'avait jamais réussi. Elle avait sombré dans une dépression si profonde qu'elle en était devenue méconnaissable. Leurs dernières années de mariage s'étaient transformées en une cohabitation silencieuse, peuplée de fantômes et de reproches muets. L'accident de voiture qui l'avait tuée en 2006 n'était officiellement qu'un dérapage sur une route mouillée. Mais Julien savait, il avait vu dans ses yeux cette résignation terrible. Cette façon qu'elle avait eue de lui dire au revoir et non à bientôt, le matin de sa mort, Florence était partie rejoindre leur fille quelque part où il ne pouvait pas les suivre. Depuis, ils vivaient seuls dans leur immense villa de Cannes,
entourée des souvenirs intacts d'une famille qui n'existait plus, la chambre d'Élodie était restée exactement comme elle l'avait laissée. Les peluches sur le lit, les dessins punaisés au mur, la veilleuse en forme d'étoile qui s'allumait automatiquement chaque soir à 19h30, une lumière s'alluma au premier étage de la petite maison, dans l'embrasure de la fenêtre. Julien aperçut brièvement Isaline, qui aidait la vieille religieuse à s'installer dans un fauteuil. Ses gestes étaient empreints d'une patience infinie, d'un amour filial évident. Cette scène domestique, si simple et si pure, lui serra le cœur. « Monsieur. » Henri s'était approché discrètement. « Il commence à faire nuit. Peut-être devrions-nous, encore quelques minutes. » Julien ne pouvait pas partir. Pas maintenant. Il avait besoin d'observer encore, de graver dans sa mémoire chaque détail de cette soirée qui pourrait changer sa vie. Dans sa poche, ses doigts tripotaient machinalement le petit pendentif en forme de soleil qu'il portait toujours sur lui, le jumeau de celui qu'Élodie avait autour du cou le jour de sa disparition. Pendant des années, il avait fait surveiller tous les orphelinats de France, tous les hôpitaux, tous les services sociaux. Ces détectives privés avaient épluché des milliers de dossiers, interrogé des centaines de témoins, suivi des pistes jusqu'en Espagne, en Italie, au Maroc. Rien, comme si Élodie s'était volatilisée dans une autre dimension. Et voilà qu'une serviette brodée, aperçue par hasard dans un club de natation de Nice, faisait ressurgir tous ces espoirs qu'il croyait enfouis à jamais. « Petit soleil », murmura-t-il encore, testant ses syllabes sur sa langue comme une incantation magique. Demain, il mènerait sa propre enquête. Discrètement, minutieusement, il découvrirait tout de la vie d'Isaline Morel, son passé, ses proches, ses secrets, et si ses soupçons se confirmaient, si cette jeune femme était vraiment sa fille, il ne savait pas encore comment il s'y prendrait pour s'approcher d'elle sans l'effrayer. Comment expliquer 24 ans d'absence? Comment rattraper toute une vie perdue? Comment se faire pardonner de ne pas avoir su la protéger quand elle n'était qu'une enfant innocente? Mais une chose était certaine, il ne la laisserait plus jamais lui échapper. 3 jours après l'incident du club Aguamarina, Isaline était déjà au travail dans sa petite cuisine. Préparant des muffins aux myrtilles pour sa vente du week-end, l'odeur sucrée envahissait la maison, créant une atmosphère de normalité trompeuse. Depuis son renvoi, elle avait multiplié les petits boulots, cours particuliers de mathématiques le soir, vente de pâtisseries artisanales, et même quelques heures de ménage chez des particuliers. « Tu travailles encore, ma petite ?» Hermana Consuelo apparut dans l'embrasure, vêtue de sa chemise de nuit blanche, à 78 ans. La religieuse gardait encore cette prestance qui avait fait d'elle une directrice respectée de l'orphelinat Sainte-Espérance, mais depuis quelques mois, la maladie d'Alzheimer grignotait inexorablement sa mémoire, créant des zones d'ombre de plus en plus fréquentes dans son esprit autrefois si vif. « Il est seulement 22 heures, Hermana. Je finis ma fournée et je vais me coucher. » 22 heures ou 6 heures du matin. La vieille femme fronça les sourcils, cette expression de confusion douloureuse qu'Isaline connaissait bien. « Je ne sais plus. Les horloges mentent, tu sais. Elles changent toutes seules. » Isaline essuya ses mains pleines de farine et enlaça tendrement celle qui l'avait élevée. « C'est le soir, ma chérie. Regardez, il fait nuit dehors. »« Ah oui, bien sûr. » Hermana Consuelo sourit, retrouvant momentanément sa lucidité. « Mes muffins préférés, tu vas encore te ruiner la santé à travailler trop. Il faut bien que je compense la perte du club. » Un silence pesant s'installa. Toutes deux savaient que la situation financière devenait critique. Les médicaments expérimentaux pour ralentir l'Alzheimer coûtaient une fortune, et l'assurance maladie ne couvrait qu'une fraction des frais, sans son salaire d'instructrice. Isaline avait du mal à joindre les deux bouts, le téléphone sonna, brisant la quiétude nocturne. Isaline décrocha machinalement, s'attendant à une commande de dernière minute. « Bonsoir, mademoiselle Morel. Ici le docteur Martin, des urgences de l'hôpital Pasteur. » Le sang d'Isaline se glaça. « Que se passe-t-il? Nous avons une patiente, Hermana Consuelo Torres, qui vous a désigné comme personne à contacter. Elle a fait un malaise 10 après-midi et... » « Comment ça, 10 après-midi ?» Isaline se tourna vers la religieuse qui l'observait avec des yeux perdus. « Elle est ici, avec moi. Mademoiselle, votre grand-mère s'est égarée vers 14 heures. Les pompiers l'ont retrouvée à la gare. Très désorientée, elle répétait sans cesse un nom. Petit Soleil, je crois. Cela vous dit quelque chose. »
Isaline sentit ses jambes se dérober. Hermana Consuelo avait eu une crise de fugue, un symptôme avancé de sa maladie, et pendant qu'elle croyait la religieuse tranquillement installée dans sa chambre pour la sieste, celle-ci errait dans Nice, vulnérable et confuse. « J'arrive immédiatement. » Le trajet jusqu'à l'hôpital se déroula dans un brouillard d'angoisse. Aux urgences, Isaline retrouva Hermana Consuelo alitée. Perfusée, le regard vague, le docteur Martin, un homme d'une 50aine d'années au visage bienveillant, l'accueillit avec gravité. Les examens révèlent une progression rapide de la maladie. Les épisodes de confusion vont s'intensifier. Il faudrait envisager une prise en charge spécialisée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Une clinique adaptée? Avec un encadrement médical permanent, je connais un excellent établissement à Antibes, mais... Il hésita. C'est très coûteux. Environ 4 000 € par mois. 4 000 €? Isaline fit mentalement le calcul. Avec ses petits boulots actuels, elle gagnait à peine 1 200 € mensuels. Autant dire que c'était impossible. Il n'y a pas d'alternative. Les listes d'attente du public sont longues. Et franchement, au stade où en est votre grand-mère, elle a besoin d'un suivi immédiat. Chaque jour compte. Cette nuit-là, Isaline ne ferma pas l'œil. Assise près du lit d'hôpital, elle regardait dormir la femme qui l'avait sauvée de la rue, qui l'avait aimée comme sa propre fille, qui lui avait appris à nager dans la petite piscine de l'orphelinat en murmurant « N'aie pas peur de l'eau, ma petite sirène, elle te portera toujours. » Comment avait-elle pu en arriver là? 3 jours plus tôt, elle avait un travail stable, une réputation solide, un avenir tracé. Et maintenant, elle se retrouvait face à un mur financier infranchissable, incapable d'offrir à Hermana Consuelo les soins qu'elle méritait. Le lendemain matin, alors qu'elle buvait un café insipide à la cafétéria de l'hôpital, son téléphone vibra, numéro inconnu. « Mademoiselle Morel, ici Julien Marchand. Nous nous sommes brièvement croisés au club Agua Marina. » Le nom ne lui disait rien, mais la voix était posée, rassurante. « Que puis-je faire pour vous, monsieur ? J'aimerais vous rencontrer pour vous proposer un travail. Quand pourriez-vous être libre ?» Isaline hésita, après l'épisode traumatisant du club. Elle se méfiait des propositions trop belles. De quel type de travail s'agit-il? Cours de natation privée pour ma nièce. Elle a eu un accident aquatique et refuse catégoriquement de retourner dans l'eau. Votre réputation avec les enfants traumatisés m'a été chaudement recommandée. Monsieur, je ne sais pas qui vous a renseigné, mais ma réputation a pris un coup récemment. J'étais présent l'autre jour, j'ai vu comment vous avez sauvé ce petit garçon. Votre réaction a été remarquable. Enfin, quelqu'un qui avait vu la vérité. Isaline sentit une bouffée de reconnaissance envahir sa poitrine. Vous étiez là, dans les gradins, et je peux vous assurer que vous n'avez rien à vous reprocher. Alors, accepteriez-vous de nous rencontrer, disons, cet après-midi au café de la promenade? 2 heures plus tard, Isaline arrivait au rendez-vous avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Elle repéra immédiatement Julien Marchand. La cinquantaine élégante, costume sobre mais visiblement coûteux, cette prestance naturelle des hommes habitués au pouvoir, il se leva à son approche, un sourire chaleureux aux lèvres. « Mademoiselle Morel, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. » Quelque chose dans son regard la troubla, une intensité particulière, comme s'il la connaissait déjà, mais elle chassa cette impression ridicule et s'installa en face de lui. « Parlez-moi de votre nièce. » Le visage de Julien s'assombrit. Valéria a 16 ans. Il y a 6 mois, elle a failli se noyer dans la piscine familiale à cause d'une défaillance du système de sécurité. Depuis, elle refuse catégoriquement tout contact avec l'eau. Même prendre un bain lui pose problème. C'est compréhensible. Le traumatisme aquatique chez les adolescents peut être particulièrement tenace. Exactement. Nous avons consulté plusieurs spécialistes, mais rien n'y fait. Quand j'ai vu votre façon de rassurer ce petit Théo l'autre jour, j'ai eu l'intuition que vous pourriez l'aider. Isaline hocha la tête. Combien de fois avait-elle entendu des histoires similaires? Quelle serait la fréquence des cours? 3 fois par semaine, à domicile, j'ai fait installer une piscine thérapeutique spécialement pour elle. Quant à la rémunération, il marqua une pause. Comme s'il pesait ses mots, je pensais à 1 500 € par semaine. Isaline faillit s'étrangler avec son café. Pardon, c'est un cas difficile, et j'ai conscience de vous demander beaucoup, si c'est insuffisant. Non, c'est très généreux, trop généreux même. 6 000 € par mois pour quelques heures de cours particuliers.
C'était surréaliste. Puis-je vous demander pourquoi une rémunération si élevée? Julien sembla hésiter. Valéria est très chère à mon cœur, et après ce qui vous est arrivé au club, j'imagine que vous traversez une période difficile financièrement. Cette sollicitude inattendue la toucha, mais réveilla aussi ses soupçons. Comment savez-vous que je traverse une période difficile? Simple déduction, perdre son emploi principal n'est jamais facile. L'explication était logique, mais quelque chose dans le ton de Julien la mettait mal à l'aise, comme s'il en savait plus qu'il ne le disait. Cependant, l'image d'Hermana Consuelo alitée à l'hôpital balaya ses réticences. Quand pourrais-je rencontrer Valéria? Dès demain, si vous le souhaitez, ma villa se trouve à Cannes, sur les hauteurs. Henri, mon chauffeur, peut venir vous chercher. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai une voiture. Julien griffonna l'adresse sur un morceau de papier. Disons 14 heures, et Mademoiselle Morel. Il la regarda droit dans les yeux, avec cette même intensité troublante. Merci. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente pour moi. En rentrant à l'hôpital, Isaline avait l'impression de rêver. 6 000 € par mois, de quoi payer la clinique pour Hermana Consuelo et même mettre un peu d'argent de côté. Peut-être que sa malchance était enfin en train de tourner. Elle ne remarqua pas la Mercedes noire qui la suivait discrètement, ni l'homme aux cheveux grisonnants qui l'observait avec un mélange de tendresse et d'angoisse, se demandant s'il n'était pas en train de commettre la plus belle ou la plus terrible erreur de sa vie. La villa marchand se dressait sur les hauteurs de Cannes comme un palace surgi d'un rêve. Isaline gara sa modeste Citroën devant l'imposant portail en fer forgé, intimidée par cette débauche de luxe, façade en pierre de Provence. Jardin à la française impeccablement entretenu, fontaine qui murmurait doucement sous le soleil de l'après-midi, Mademoiselle Morel, un homme d'une 60aine d'années, en costume sombre, l'accueillit avec déférence. « Je suis Henri, le majordome. Monsieur Marchand vous attend. » Isaline le suivit à travers un hall d'entrée qui lui rappela les châteaux qu'elle visitait enfant avec les pensionnaires de l'orphelinat. Marbre blanc, lustres en cristal, tableaux de maître. Tout respirait une richesse ancestrale qui la mettait mal à l'aise. Comment allait-elle se sentir à sa place dans un tel environnement? Isaline, enfin, Julien Marchand descendait le grand escalier, plus décontracté que la veille, dans sa chemise blanche et son pantalon en lin, mais Isaline remarqua immédiatement cette nervosité sous-jacente qui crispait ses traits, comme s'il attendait ce moment depuis des années. « Votre maison est magnifique, » dit-elle poliment. « Merci, venez, je vais vous faire visiter avant de vous présenter Valéria. » La visite commença par le salon principal, puis la bibliothèque, la salle à manger. Isaline acquiesçait et complimentait. Mais quelque chose d'étrange se produisait en elle. Plus ils avançaient dans cette demeure, plus elle éprouvait une sensation de déjà-vu troublante, le parfum des lys blancs dans l'entrée, la façon dont la lumière filtrait à travers les rideaux de soie, l'écho particulier de leurs pas sur le marbre. « Et voici le jardin », annonça Julien en ouvrant une porte-fenêtre. Isaline fit un pas dehors et s'immobilisa, le souffle coupé. Devant elle s'étendait un jardin de rêve dominé par une roseraie spectaculaire. Des centaines de rosiers blancs embaumaient l'air de leurs parfums capiteux, créant un océan de pétales nacrés qui ondulaient sous la brise méditerranéenne. Et soudain, sans qu'elle puisse l'expliquer, ses yeux se remplirent de larmes. « Ça va », s'inquiéta Julien, qui l'observait avec une attention presque douloureuse. « Oui, excusez-moi. C'est juste que ces roses sont si belles. » Mais ce n'était pas ça. Quelque chose dans ce jardin lui serrait le cœur d'une nostalgie inexplicable. Comme si elle avait déjà couru pieds nus sur cette pelouse parfaite, déjà respiré ce parfum enivrant, déjà ri aux éclats sous ces arbres centenaires. « Ma femme les adorait », murmura Julien, la voix cassée par l'émotion. Elle disait que les roses blanches symbolisaient l'amour pur, éternel. Isaline essuya discrètement ses larmes. Troublée par sa réaction, elle n'est plus. Décédée il y a 18 ans, un accident. Un silence chargé d'émotions s'installa. Isaline sentait que cette conversation révélait des blessures profondes chez cet homme qui l'employait, mais elle n'osait pas creuser davantage. « Allons voir la piscine », proposa Julien pour changer de sujet. Ils contournèrent à la roseraie et débouchèrent sur une piscine thérapeutique d'un bleu turquoise parfait, plus petite qu'une piscine olympique. Elle était conçue pour la rééducation avec différents niveaux de profondeur et des équipements spécialisés. « Bonjour », une adolescente apparut depuis la terrasse couverte. Grande, élancée,
des cheveux châtain clair qui lui tombèrent sur les épaules. Valéria Marchand avait ce charme naturel de la jeunesse dorée. Mais Isaline remarqua immédiatement son regard fuyant quand ses yeux se posèrent sur la piscine. « Valéria, je te présente Isaline, ton nouveau professeur de natation. » La jeune fille tendit mollement la main, visiblement peu enthousiaste. « Enchantée, enfin, si on veut. Je comprends tes réticences, » dit doucement Isaline. « Moi aussi, j'ai eu peur de l'eau quand j'étais petite. » Vraiment, pour la première fois, Valéria sembla s'animer légèrement. Que s'est-il passé? Je ne m'en souviens plus très bien. Mais Hermana Consuelo, la religieuse qui m'a élevée, m'a raconté qu'on m'avait trouvée en état de choc près d'une plage. Apparemment, j'avais une peur bleue de l'eau. Julien tressaillit violemment. Près d'une plage. Oui, à Biarritz. J'avais 4 ans, bien sûr, je ne m'en rappelle pas. Mais les gendarmes pensaient que j'avais assisté à un accident ou quelque chose de traumatisant. Isaline ne remarqua pas que Julien était devenu livide. Heureusement, Hermana Consuelo a eu la patience de m'apprendre à apprivoiser l'eau petit à petit. C'est même devenu ma passion. Biarritz, répéta Julien dans un souffle. Pardon, rien, nous y avons passé des vacances il y a longtemps. Valéria les regardait alternativement avec une expression étrange, comme si elle assistait à une conversation chargée de sous-entendus qu'elle ne saisissait qu'à moitié. Bon, si on commençait, proposa Isaline pour détendre l'atmosphère. Valéria, on va y aller très progressivement. D'abord, on va juste s'asseoir au bord du bassin, les pieds dans l'eau. L'adolescente se raidit. Je ne suis pas sûre. Fais-moi confiance, je ne te forcerai jamais à rien. Dès que tu te sens mal à l'aise, tu me le dis et on s'arrête. Pendant l'heure qui suivit. Isaline déploya tout son savoir-faire. Elle réussit à faire asseoir Valéria au bord de la piscine, puis à lui faire tremper les pieds, enfin à l'encourager à faire quelques mouvements dans l'eau sans quitter le rebord. La jeune fille en était tendue. Mais Isaline sentait qu'une confiance fragile était en train de naître entre elles. « Tu t'en sors très bien », l'encouragea-t-elle. « Pour une première séance, c'est remarquable. Merci, tu as une façon de parler qui rassure. Ça me rappelle... » Valéria s'interrompit brusquement, fronçant les sourcils comme si elle cherchait un souvenir fuyant. « Quoi donc ? Je ne sais pas. Quelqu'un qui me chantait des berceuses quand j'étais petite, une voix douce, comme la tienne. » Julien, qui observait la scène depuis la terrasse, serra les poings. Valéria ne pouvait pas se souvenir d'Élodie. Elle n'avait que 8 ans quand sa cousine avait disparu, mais elle gardait peut-être quelques échos inconscients de cette époque. « Tu veux qu'on continue ?» demanda Isaline. « Non, ça suffit pour aujourd'hui, mais ça ne s'est pas si mal passé finalement. » Après le départ de Valéria, Julien proposa à Isaline de prendre un verre sur la terrasse. Le soleil déclinait, nimbant le jardin d'une lumière dorée qui transformait les roses blanches en joyaux translucides. « Vous avez fait du bon travail, » dit-il en servant 2 verres de citronnade. Valéria n'avait plus mis un orteil dans l'eau depuis 6 mois. Elle est courageuse, il lui faut juste du temps. Isaline sirotait sa citronnade en contemplant le paysage magnifique qui s'étendait devant eux, vue imprenable sur la baie de Cannes, palmiers centenaires qui bruissaient doucement, parfum entêtant des roses. Cette beauté la touchait d'une façon qu'elle n'arrivait pas à expliquer. « Puis-je vous poser une question indiscrète ?» demanda Julien soudain. « Je vous écoute. Cette petite serviette que vous portez toujours avec vous, elle a une histoire particulière. » Isaline sursauta. Comment savait-il qu'elle portait toujours sa serviette Petit Soleil? Elle ne l'avait sortie qu'une fois de son sac au club, et très brièvement, vous l'avez remarqué. Par hasard, l'autre jour, le broderie m'a intriguée. Isaline hésita, puis décida de faire confiance à cet homme qui se montrait si généreux avec elle. C'est mon seul souvenir d'avant l'orphelinat. Je la serrais contre moi quand on m'a trouvée sur cette plage. Hermana Consuelo dit que je refusais de m'en séparer. Que dit la broderie? Petit Soleil, ça devait être mon surnom dans ma vraie famille. Celle d'avant. Sa voix se brisa légèrement. C'est tout ce qui me reste d'eux. Julien ferma les yeux, submergé par une émotion qu'il luttait pour contenir. Petit Soleil. Ces mots qu'il n'avait plus prononcés depuis 24 ans résonnaient maintenant dans cette voix qu'il commençait à reconnaître, cette façon particulière qu'avait Élodie de pencher la tête quand elle était triste. « Monsieur Marchand, vous vous sentez bien ?» Il rouvrit les yeux, et la vit qu'il observait avec inquiétude. Cette sollicitude naturelle, cette douceur dans le regard. Florence avait exactement la même quand elle s'inquiétait pour lui. « Excusez-moi, j'ai eu un petit malaise.
La chaleur, sans doute. Mais au fond de lui, Julien savait que ce n'était pas la chaleur. C'était la certitude de plus en plus forte qu'il était en train de vivre le miracle qu'il attendait depuis 24 ans. Le retour de sa fille. Reste maintenant à trouver le courage de lui dire la vérité. Et surtout, à découvrir qui lui avait volé son enfance. Et pourquoi. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le début des cours de Valéria, et Isaline commençait à s'habituer au rythme de ses nouvelles fonctions. Chaque mardi, jeudi et samedi, elle prenait la route de Cannes avec un mélange d'appréhension et d'excitation. L'adolescente progressait remarquablement. Elle acceptait maintenant de descendre dans le petit bain jusqu'à la taille et avait même tenté quelques mouvements de brasse élémentaires. Mais ce matin-là, quelque chose clochait. Dès son arrivée, Isaline remarqua l'agitation inhabituelle qui régnait dans la villa. Henri l'accueillit avec son professionnalisme habituel, mais elle perçut une tension dans sa voix. « Monsieur Marchand vous prie de l'excuser. Il est au téléphone avec ses avocats. Mademoiselle Valéria vous attend près de la piscine. » En traversant le jardin, Isaline croisa un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Plus jeune que Julien, la quarantaine, il portait un costume froissé et avait cette nervosité caractéristique de quelqu'un qui n'a pas dormi. Leurs regards se croisèrent de brièvement, et Isaline eut l'impression désagréable qu'il la détaillait avec une intensité déplacée. « Bonjour », dit-elle poliment, dit-elle. L'homme se contenta d'un hochement de tête brusque avant de disparaître vers l'entrée principale, laissant Isaline perplexe. Isaline, enfin. Valéria l'attendait près de la piscine, mais son attitude joyeuse habituelle avait laissé place à une agitation fébrile. « Tu as vu l'homme qui vient de partir ?»« Oui. » « Qui était-ce ?»« Mon oncle Hervé, le frère de papa, il avait l'air bizarre aujourd'hui, plus que d'habitude, je veux dire. » Isaline enfila son maillot de bain tout en observant discrètement l'adolescente. « Bizarre comment ? Il n'arrêtait pas de poser des questions sur toi. D'où tu venais ? Depuis quand tu donnais des cours, si tu avais de la famille ?» Valéria fronça les sourcils. C'était gênant. Papa lui a dit d'arrêter et ils ont commencé à se disputer en chuchotant. Une alarme résonna dans l'esprit d'Isaline. Pourquoi l'oncle de Valéria s'intéressait-il tant à elle ? Qu'est-ce qu'il voulait savoir exactement ? Il demandait si tu ressemblais à quelqu'un de sa connaissance. Et puis, oh, c'est peut-être bête, mais j'ai eu l'impression qu'il avait peur de toi. Peur de moi ? Isaline ne put s'empêcher de rire. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'effrayant ? Je ne sais pas, mais quand papa a dit ton nom de famille, Morel, oncle Hervé est devenu tout pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Elles commencèrent leur séance habituelle. Mais Isaline avait du mal à se concentrer. Cette histoire d'oncle méfiant la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pourquoi un homme qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant s'intéressait-il à ses origines ? « Aujourd'hui, on va essayer quelque chose de nouveau, » proposa-t-elle pour chasser ses pensées parasites. « Tu vas t'allonger sur le dos et je vais te soutenir. Tu n'auras qu'à te laisser porter par l'eau. » Valéria accepta. Et Isaline glissa doucement ses mains sous le dos de l'adolescente pour la maintenir à la surface. L'exercice se déroulait parfaitement quand soudain, Valéria se raidit violemment. « Non, lâche-moi. » Elle se débattit avec une force surprenante, éclaboussant partout, les yeux agrandis par une terreur soudaine. Isaline la laissa immédiatement se remettre debout et l'entoura de ses bras protecteurs. « Chut, c'est fini. Tu es en sécurité. Qu'est-ce qui s'est passé ? » J'ai eu des images dans ma tête, balbutia Valéria. Tremblante. Une petite fille qui se noyait, elle criait, elle appelait au secours, mais personne ne venait. C'était toi, cette petite fille ? Non, c'était quelqu'un d'autre, une petite fille avec des boucles brunes, exactement comme... Elle s'interrompit net, fixant Isaline avec des yeux écarquillés. Comme tes cheveux quand ils sont mouillés. Isaline sentit un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale. Valéria, cette petite fille, tu l'avais déjà vue quelque part. Je ne sais pas. C'est comme un rêve. Mais en plus réel, elle était dans l'eau. Et il y avait un homme qui criait son nom encore et encore. Valéria porta ses mains à ses tempes. Pourquoi j'ai ces images ? Ça n'a pas de sens. Quel nom ? Tu te souviens du nom que criait l'homme ? L'adolescente ferma les yeux, se concentrant douloureusement. Quelque chose comme « Élodie, oui, c'est ça ». Il criait « Élodie » d'une voix désespérée. Cette fois, Isaline dut s'asseoir au bord de la piscine. Les jambes coupées, Élodie, pourquoi ce prénom la troublait-il autant ?
Et pourquoi avait-elle l'impression que Valeria venait de toucher à quelque chose d'important, quelque chose qui la concernait directement? Élodie, c'est joli comme prénom, dit-elle d'une voix qu'elle espérait naturelle. Tu crois que c'était quelqu'un de ta famille? Peut-être. Oh, ça me revient. Une fois, quand j'étais petite, j'ai entendu papa et oncle Hervé parler d'une Élodie. Papa pleurait, et oncle Hervé lui disait qu'il fallait qu'il arrête de chercher, qu'elle était morte depuis longtemps. Morte. Isaline sentit sa gorge se serrer. Oui, mais papa répondait qu'il ne croirait jamais qu'elle était morte tant qu'il n'aurait pas retrouvé son corps. Valeria ouvrit brusquement les yeux. Oh mon Dieu, et si c'était ma cousine? Papa m'a dit une fois que j'avais eu une cousine qui avait disparu quand j'étais petite. Elle s'appelait peut-être Élodie. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit d'Isaline. Formant une image qu'elle n'osait pas regarder en face, Julien Marchand avait perdu une fille prénommée Élodie, une petite fille qui avait disparu près de l'eau, et elle, Isaline, avait été trouvée sur une plage à l'âge de 4 ans, sans mémoire, serrant une serviette brodée, petit soleil. Valeria, cette cousine, elle avait quel âge quand elle a disparu? Je ne sais pas exactement, petite, 4 ou 5 ans, peut-être. Et c'était quand? Oh, ça fait longtemps, j'étais vraiment très petite. Papa ne veut jamais en parler. Ça le rend trop triste. Isaline se leva brusquement. Prétextant un malaise dû à la chaleur pour écourter la séance, elle avait besoin de réfléchir, de mettre de l'ordre dans ses pensées qui se bousculaient dangereusement. En sortant de la piscine, elle aperçut Julien qui l'observait depuis la terrasse. Même à distance, elle perçut cette intensité particulière de son regard. Cette façon qu'il avait de la contempler comme s'il essayait de déchiffrer une énigme vitale. « Monsieur Marchand ?» Il sursauta, comme surpris en flagrant délit. « Isaline, comment s'est passée la séance ?»« Bien, mais Valeria a eu une sorte de flashback. Elle a parlé d'une petite fille qui se noyait, quelqu'un qui s'appelait Élodie. » Le visage de Julien se ferma instantanément. Valeria dit parfois des choses étranges, son accident l'a un peu perturbée. Elle m'a dit que vous aviez eu une fille qui s'appelait Élodie. Un silence pesant s'installa. Julien semblait lutter contre lui-même, comme s'il était sur le point de révéler un secret capital. J'ai eu une fille, effectivement, mais c'est une histoire douloureuse, Isaline. Je préférerais ne pas en parler. Je comprends. Excusez-moi d'avoir été indiscrète. Mais en regagnant sa voiture, Isaline ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de Valeria. Trop de coïncidences s'accumulaient pour que ce soit le fruit du hasard. Et si cette Élodie disparut et elle ne faisait qu'une seule et même personne, cette nuit-là, elle ne ferma pas l'œil. Assise près du lit d'Hermana Consuelo, la religieuse était rentrée de l'hôpital mais son état se dégradait rapidement. Elle observait le visage paisible de celle qui l'avait élevée. « Hermana » murmura-t-elle doucement. « Vous m'entendez » La vieille femme ouvrit péniblement les yeux. « Ma petite fille, tu es là ?»« Oui, je suis là, Hermana. J'ai besoin que vous me racontiez encore une fois comment vous m'avez trouvée, tout ce dont vous vous souvenez. »« Te trouver, mais... » »« Nous ne t'avons jamais trouvée, ma chérie. C'est un monsieur qui t'a amenée, un monsieur très élégant, avec de l'argent. » Isaline se redressa brusquement. « Un monsieur. Vous ne m'aviez jamais dit ça. Qui était-ce » Mais Hermana Consuelo avait déjà replongé dans sa somnolence, laissant Isaline avec cette révélation qui changeait tout. Elle n'avait pas été trouvée par hasard. Quelqu'un l'avait délibérément amenée à l'orphelinat. Quelqu'un qui savait qui elle était et qui avait voulu la faire disparaître. La question maintenant était de savoir qui, et surtout, pourquoi. L'état d'Hermana Consuelo s'était brutalement dégradé au cours des derniers jours. Les médecins parlèrent maintenant de semaines, peut-être de jours. Isaline avait pris un congé exceptionnel auprès de Julien pour rester au chevet de celle qui l'avait élevée, regardant avec impuissance cette femme extraordinaire sombrer peu à peu dans les brumes de l'oubli. Ce matin-là, un événement inattendu se produisit. Dr Rousseau, le neurologue qui suivait Hermana Consuelo, était venu ajuster son traitement avec un nouveau médicament expérimental. Les effets sont temporaires, avait-il prévenu Isaline. Mais ce traitement peut parfois provoquer des moments de lucidité exceptionnels chez les patients en phase avancée. Ne vous étonnez pas si elle semble soudain très claire, comme avant sa maladie. Isaline n'y avait pas vraiment cru. Mais vers 15 heures, alors qu'elle somnolait dans le fauteuil près du lit, une voix ferme et précise la réveilla en sursaut. « Ma petite fille,
Réveille-toi. Nous devons parler. » Hermana Consuelo était assise dans son lit, le dos droit, les yeux brillants d'une intelligence retrouvée. Isaline n'en croyait pas ses yeux. C'était la religieuse d'autrefois qui lui faisait face, celle qui dirigeait l'orphelinat d'une main de fer et d'un cœur tendre. « Hermana, vous vous sentez mieux? Je me sens comme si j'émergeais d'un long cauchemar. Et j'ai des choses cruciales à te dire avant qu'il ne soit trop tard. » La gravité de son ton alarma immédiatement Isaline. « Que se passe-t-il? Tu m'as posé des questions l'autre soir, sur tes origines, sur la façon dont tu es arrivée chez nous. Il est temps que tu saches la vérité. » Hermana Consuelo prit une profonde inspiration. « Isaline, ma chérie, tu n'es pas orpheline. » Ces mots frappèrent Isaline comme une gifle. « Pardon, ton père n'a jamais cessé de te chercher. Pendant 24 ans, il t'a cherché partout. J'ai reçu de l'argent chaque mois pour maintenir le secret. Mais je ne peux pas mourir avec cette culpabilité. » Isaline sentit le sol se dérober sous ses pieds. « De l'argent, quelqu'un vous payait pour me cacher. Lève-toi, va chercher la boîte en fer sous mon lit, celle que tu croyais remplie de vieilles photos de l'orphelinat. » Les jambes tremblantes. Isaline obéit. Elle connaissait cette boîte depuis l'enfance. Mais Hermana Consuelo lui avait toujours dit qu'elle ne contenait que des souvenirs sans importance. Avec des gestes fébriles, elle souleva le couvercle. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle. Au-dessus de la pile, un certificat de naissance officiel. Élodie Marie Marchand, née le 15 avril 1997 à Nice. Ses mains se mirent à trembler violemment. Élodie, le prénom que Valéria avait mentionné, celui que criait l'homme dans ses visions. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Continue à regarder. Sous le certificat, une chaîne en or avec un pendentif en forme de soleil, exactement identique à celui brodé sur sa serviette, puis des photos, elle, bébé, dans les bras d'un homme qu'elle reconnut immédiatement. Julien Marchand, plus jeune, souriant, la tenant contre lui avec une tendresse infinie. « Non, non, ce n'est pas possible. Si, ma chérie, Julien Marchand est ton père biologique. » D'autres photos suivirent. Elle avec une femme magnifique aux cheveux châtains, sa mère, jouant dans un jardin de roses blanches qu'elle reconnut avec stupéfaction, le jardin de la villa de Cannes, sa maison d'enfance, mais le plus bouleversant se trouvait au fond de la boîte, des dizaines de lettres, toutes adressées à Élodie Marie Marchand et signées « Papa qui t'aime ». Isaline en ouvrit une au hasard, datée de 2010. « Ma petite Élodie, mes recherches m'ont menée jusqu'à Marseille cette semaine. J'ai cru t'apercevoir dans un groupe d'écolières, mais ce n'était pas toi, je ne perds pas espoir. Un jour, je te retrouverai et je te serrerai dans mes bras. Je t'aime plus que tout au monde, papa. » Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues d'Isaline. « Pourquoi m'avoir caché tout ça ?»« Parce que j'avais peur, » avoua Hermana Consuelo. La voix brisée par la culpabilité, peur qu'on te reprenne, peur que l'orphelinat soit fermé, peur de perdre la fille que j'avais appris à aimer comme la mienne. Qui vous payait, qui vous donnait cet argent. Un homme, il venait une fois par mois, toujours avec une enveloppe, il disait que c'était pour ton bien-être, que ton père était un homme dangereux, que tu serais en sécurité avec nous. Comment s'appelait cet homme? Hermana Consuelo ferma les yeux, fouillant dans sa mémoire retrouvée. Hervé, il s'appelait Hervé Marchand. Le nom explosa dans l'esprit d'Isaline comme une bombe. Hervé Marchand, l'oncle de Valéria, le frère de Julien, l'homme qu'elle avait croisé brièvement et qu'il avait observé avec cette nervosité étrange. Il disait quoi d'autre? Qu'il fallait que tu oublies ton passé, que c'était mieux pour tout le monde. Il avait des papiers, des documents officiels qui prouvaient que tu étais orpheline. J'ai été naïve, Isaline. J'aurais dû poser plus de questions, mais l'argent nous permettait de maintenir l'orphelinat ouvert, de nourrir les autres enfants. Isaline se leva brusquement, la boîte serrée contre sa poitrine. La vérité lui apparaissait maintenant dans toute son horreur. Pendant qu'elle grandissait à l'orphelinat en croyant ses parents morts, son père la cherchait désespérément partout en France, et son propre frère, Hervé, sabotait ses recherches en la maintenant cachée. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que la mort approche, et que je ne peux pas partir avec ce secret, et aussi... Hermana Consuelo hésita. Aussi parce que cet homme... Hervé est revenu il y a quelques jours. Quoi? Isaline se retourna vivement. Il était venu voir si tu habitais toujours ici. Il semblait très agité, nerveux.
Quand je lui ai dit que tu travaillais maintenant chez les marchands, il est devenu livide. Il m'a dit que je devais te convaincre d'arrêter ce travail, que c'était dangereux. Le puzzle se reconstituait avec une clarté terrifiante. Hervé savait qu'elle était Élodie. Il avait organisé sa disparition il y a 24 ans, et maintenant qu'elle se rapprochait inconsciemment de son père, il paniquait. « Hermana, que s'est-il passé exactement quand j'avais 4 ans? Comment ai-je échoué à l'orphelinat? Hervé disait que tu avais été traumatisée par un accident, que tu avais perdu la mémoire. Mais maintenant que j'y repense, il connaissait trop de détails sur ta vie d'avant. Il savait que tu aimais les histoires de sirènes, que tu avais peur des orages, que tu suçais ton pouce en dormant. Comme s'il m'avait observé. Exactement. Oh, ma petite fille, je crois que cet homme t'a enlevé à ta famille, et que j'ai été sa complice sans le savoir. » Isaline s'effondra dans le fauteuil, submergée par un mélange de rage, de chagrin et de confusion totale. Julien Marchand était son père, l'homme qu'elle avait appris à respecter et à apprécier au cours de ces dernières semaines, était son propre père, qu'il a cherché depuis 24 ans. Et elle, aveugle, elle avait accepté son travail sans rien comprendre. « Il sait », demanda-t-elle dans un souffle. « Julien sait qui je suis. Je ne sais pas. Mais s'il t'a engagé, s'il te fait venir chez lui, peut-être qu'il a des soupçons. » Cette pensée frappa Isaline comme une gifle. Bien sûr qu'il savait. Son insistance étrange pour l'engager, ses questions sur sa serviette brodée, cette façon qu'il avait de l'observer. Il l'avait reconnue et avait monté toute cette mascarade des cours de Valéria pour se rapprocher d'elle. Une colère sourde montait en elle. « Il m'a menti. Isaline, il m'a menti. Il savait qui j'étais, et il m'a fait jouer cette comédie ridicule. Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité ?» Elle se leva d'un bond, fourrant les documents dans son sac. La révélation de son identité, aussi bouleversante soit-elle, était éclipsée par le sentiment d'avoir été manipulée, par son père. Certes, mais manipulée quand même. Où vas-tu? Je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de... Sa voix se brisa. J'ai besoin de comprendre pourquoi toute ma vie n'a été qu'un mensonge. Ma chérie, ne pars pas fâchée. Julien t'aime, j'en suis certaine. S'il ne t'a pas dit la vérité tout de suite. C'est peut-être parce qu'il avait peur de te perdre à nouveau. Mais Isaline ne l'écoutait plus. Elle embrassa rapidement le front de Hermana Consuelo et sortit de la chambre. Le cœur battant. L'esprit en ébullition. Elle avait 28 ans et venait d'apprendre que toute son existence reposait sur un mensonge orchestré par l'oncle qui l'avait kidnappée et entretenu par le père qui l'avait retrouvée sans avoir le courage de le lui dire. Dans sa voiture, elle contempla une dernière fois les photos qui révélaient son vrai passé. Cette petite fille souriante dans les bras de Julien Marchand. C'était elle. Élodie Marie Marchand, l'héritière d'un empire, la fille d'un milliardaire, élevée dans l'orphelinat le plus modeste de Nice. La question maintenant était: que faire de cette vérité? Isaline roula sans but pendant des heures à travers les rues de Nice, l'esprit en ébullition. La révélation de Hermana Consuelo avait fait voler en éclats toutes ses certitudes. Elle était Élodie Marie Marchand, fille d'un milliardaire, victime d'un enlèvement orchestré par son propre oncle. Et maintenant, que faire de cette vérité dévastatrice? Le soir tombait. Quand elle se décida enfin à rentrer chez elle, elle avait besoin de temps pour digérer ces informations, pour décider si elle devait confronter Julien ou fuir cette situation qui la dépassait complètement. Une chose était certaine. Elle ne pouvait pas continuer à jouer cette comédie en feignant d'ignorer qui elle était vraiment. Elle gara sa Citroën devant la petite maison et remarqua immédiatement que les volets étaient fermés. Étrange. Elle était partie en plein jour et n'avait pas pensé à les tirer. Une inquiétude sourde l'envahit en approchant de la porte d'entrée. « Mademoiselle Morel !» Elle se retourna et sursauta. Hervé Marchand se tenait près d'une BMW noire stationnée de l'autre côté de la rue, dans la pénombre du crépuscule. Son visage avait quelque chose de menaçant qui fit battre plus vite le cœur d'Isaline. « Monsieur, Marchand, c'est ça. Que faites-vous ici ?» Il s'approcha lentement, les mains dans les poches, l'air faussement décontracté. « Nous devons parler, vous et moi, c'est important. Je ne vois pas de quoi nous pourrions parler. Nous ne nous connaissons pas. » Un sourire sans joie étira les lèvres d'Hervé. « Détrompez-vous, nous nous connaissons très bien, Élodie. » Le prénom frappa Isaline comme une décharge électrique. Ainsi, il savait, il avait toujours su,
Instinctivement, elle recula vers sa porte d'entrée, cherchant ses clés dans son sac d'une main tremblante. « Je vois que Hermana Consuelo a parlé », continua Hervé en remarquant sa réaction. « Je m'en doutais. Cette vieille pie n'a jamais su tenir sa langue. Vous l'avez vue. Bien sûr. Comment croyez-vous que j'ai su que vous étiez de retour dans nos vies? Je surveille cette religieuse depuis des années, et quand j'ai appris que vous travailliez chez mon frère, il secoua la tête. Vous n'auriez jamais dû accepter ce travail. » Isaline réussit enfin à sortir ses clés, mais ses mains tremblaient tellement qu'elles lui échappèrent et tombèrent sur le sol. Hervé se baissa pour les ramasser avant qu'elle puisse réagir. « Merci, mais rendez-les-moi. Pas tout de suite. Nous devons d'abord avoir cette conversation que nous aurions dû avoir il y a 24 ans. » Il ouvrit la porte lui-même et lui fit signe d'entrer. Isaline hésita, tous ses instincts lui criant de fuir. Mais où aller? Et puis, elle avait besoin de comprendre, besoin de savoir pourquoi cet homme avait détruit son enfance. À l'intérieur, l'atmosphère était pesante. Hervé alluma le salon et s'installa dans le fauteuil de Hermana Consuelo comme s'il était chez lui. Isaline resta debout près de la porte, prête à s'enfuir au moindre signe de danger. « Alors comme ça, vous avez découvert qui vous étiez vraiment ?» dit-il en l'observant avec cette intensité dérangeante qu'elle avait remarquée à la villa. « Qu'est-ce que ça fait d'apprendre qu'on est l'héritière de l'Empire marchand? Pourquoi ?» Le mot sortit comme un cri de douleur. « Pourquoi m'avoir enlevé? Pourquoi avoir détruit ma famille ?» Hervé se pencha en avant, ses traits se durcissant. « Votre famille? Vous voulez parler de cette famille parfaite avec Julien le Golden Boy et Florence la princesse? Cette famille qui avait tout ce que moi je n'aurais jamais? Vous étiez jaloux de votre frère. » « Jaloux ?» Il éclata d'un rire amer. « C'est bien plus complexe que ça, ma petite Élodie. J'étais amoureux de votre mère. » Cette révélation frappa Isaline comme un coup de poing. De ma mère. Fou amoureux. Je l'aimais depuis l'université, bien avant qu'elle rencontre Julien. Mais bien sûr, elle a préféré l'aîné, l'héritier, celui qui avait l'empire familial entre les mains. Ses poings se serrèrent. J'étais invisible à ses yeux, un simple faire-valoir. Alors vous avez décidé de me kidnapper, une enfant innocente. Ce n'était pas censé se passer comme ça, explosa Hervé en se levant brutalement. J'avais tout planifié. Je devais vous emmener pendant quelques jours, faire croire à un enlèvement. Puis vous retrouver, miraculeusement, Florence aurait vu que j'étais un héros, que j'étais capable de la protéger mieux que Julien. Isaline le regardait avec horreur et incrédulité. Vous aviez planifié d'utiliser une enfant de 4 ans pour séduire sa mère. Mais tout a mal tourné. Hervé passa ses mains dans ses cheveux, révélant des années de culpabilité refoulée. À Biarritz, quand je vous ai emmené de la plage, vous vous êtes débattu, vous avez voulu vous enfuir. Vous êtes tombé dans l'escalier de l'hôtel, votre tête a heurté le marbre. J'ai eu un accident. Vous êtes restée inconsciente pendant des heures. J'ai paniqué. Quand vous vous êtes réveillée à l'hôpital, vous ne vous souveniez plus de rien, ni de moi, ni de vos parents, ni de votre nom. Rien. Les pièces du puzzle se mettaient en place dans l'esprit d'Isaline. L'amnésie, les cauchemars récurrents, cette peur de l'eau qu'elle avait gardée pendant des années. Alors vous avez décidé de me faire disparaître définitivement. J'avais peur d'être arrêtée pour enlèvement, et puis, il hésita. Et puis, j'ai vu comme Florence souffrait. Elle était anéantie par votre disparition. Julien aussi, leur mariage parfait se désintégrait sous mes yeux. Vous étiez content de les voir souffrir. Au début, oui, avoua-t-il honteusement. Je me disais que quand Florence serait divorcée, elle se tournerait peut-être vers moi pour être consolée. Mais elle ne s'est jamais remise. Elle est devenue l'ombre d'elle-même. Et moi j'ai vécu 24 ans avec le poids de ce que j'avais fait. Pourquoi l'orphelinat? Pourquoi Hermana Consuelo? J'avais besoin d'un endroit sûr où vous cacher. L'orphelinat Sainte-Espérance était discret, sans lien avec notre famille. J'ai falsifié vos papiers, créé une nouvelle identité, et j'ai payé cette religieuse pour qu'elle se taise. Elle ne savait pas que vous m'aviez kidnappée. Non. Je lui ai dit que vous étiez orpheline, que votre famille était dangereuse, que c'était pour votre protection. Elle a cru à mon histoire. Isaline sentit une rage froide monter en elle. Pendant ce temps, mon père me cherchait partout, ma mère est morte de chagrin, et vous continuez votre petite vie tranquille.
Vous croyez que j'ai eu une vie tranquille. » Hervé la regarda avec des yeux injectés de sang. « Vous croyez que j'ai dormi une seule nuit sans voir votre petit visage terrorisé, sans entendre les sanglots de Florence, sans voir Julien se détruire peu à peu. Alors pourquoi ne pas avoir dit la vérité? Parce que j'étais lâche, parce que j'avais peur de la prison, parce que plus le temps passait, plus il devenait impossible d'avouer. Il se mit à faire les 100 pas dans le petit salon. Et maintenant, vous voilà de retour. Julien vous a reconnu, n'est-ce pas? » Isaline ne répondit pas, mais son silence valait confirmation. Il va tout découvrir, il va comprendre que je suis responsable de sa destruction, de la mort de Florence, de 24 années d'enfer. Il a le droit de savoir. Non. Hervé se tourna vers elle, le visage déformé par la panique. Vous ne pouvez pas lui dire. Vous ne comprenez pas ce qu'il me ferait. Julien n'est pas un tendre quand il est en colère. Il me détruirait. Vous avez détruit ma vie. Vous avez détruit sa vie. Vous méritez tout ce qui vous arrivera. Je ne peux pas vous laisser partir, dit-il soudain d'une voix dangereusement calme. Je ne peux pas vous laisser tout révéler. Isaline recula instinctivement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous allons partir. Tous les deux, loin d'ici, je trouverai une solution. Vous êtes fous. Je ne partirai nulle part avec vous. Elle se précipita vers la porte, mais Hervé fut plus rapide. Il lui saisit le bras avec une force surprenante. « Désolée, Élodie, mais je n'ai plus le choix. » Dans sa main libre apparut une seringue. Isaline eut juste le temps de voir le liquide transparent avant de sentir la piqûre dans son bras. Presque immédiatement, ses jambes se dérobèrent en sous elle. « Ne vous inquiétez pas, » murmura Hervé en la rattrapant alors qu'elle s'effondrait. « C'est juste un sédatif. Nous allons juste disparaître quelque temps. » Le temps que je trouve une solution, tandis que la conscience l'abandonnait, Isaline eut une dernière pensée terrifiante. Elle venait de retrouver son identité pour être immédiatement kidnappée à nouveau par le même homme. Et cette fois, Hervé semblait bien décidé à ne plus jamais la laisser s'échapper. Isaline émergea lentement d'un sommeil artificiel, la tête lourde et les idées confuses. Une odeur d'humidité et d'iode lui parvint aux narines. Le bruit des vagues se fracassant contre des rochers résonnait quelque part dans le lointain. Elle tenta de bouger et réalisa qu'elle était attachée à une chaise. Dans ce qui semblait être une vieille cabane de pêcheurs, « Vous êtes réveillée. Parfait. » La voix d'Hervé la fit sursauter. Il se tenait près d'une fenêtre crasseuse, contemplant l'océan qui s'étendait à perte de vue. Ils étaient loin de Nice, très loin. L'architecture rustique et l'air marin lui rappelèrent la Bretagne. « Où sommes-nous » demanda-t-elle d'une voix encore pâteuse. « Pointe-du-Raz, une cabane que j'ai achetée il y a des années sous un faux nom. L'endroit idéal pour réfléchir sans être dérangée. » Isaline testa discrètement ses liens. Des cordes solides lui entravèrent les poignets et les chevilles. Hervé avait visiblement l'habitude de ce genre de situation, ce qui la glaça d'effroi. Depuis combien de temps suis-je inconsciente? 12 heures. Le trajet a été long, mais nous ne risquons pas d'être retrouvés ici. Cette région est déserte en cette saison. Hervé se tourna vers elle, et Isaline fut frappée par sa transformation. L'homme élégant qu'elle avait croisé à la villa Marchand avait laissé place à un être hagard, aux cheveux en bataille et aux yeux cernés. 24 ans de culpabilité semblaient avoir explosé à la surface, révélant la profondeur de sa détresse psychologique. « Pourquoi ici ?» insista-t-elle. « Pourquoi cet endroit précisément ?» Un sourire amer étira les lèvres d'Hervé. « Parce que c'est ici que j'emmenais Florence avant qu'elle épouse Julien. » Cette révélation frappa Isaline comme une gifle. « Vous aviez une relation avec ma mère. Pas une relation, non. Plutôt une amitié que j'espérais voir évoluer en autre chose. » Hervé s'assit sur une caisse de bois qui traînait dans un coin. Nous nous connaissions depuis l'université, littérature française à Aix-en-Provence. Florence était éblouissante, intelligente, drôle, passionnée par la poésie de Verlaine. Nous passions des heures à discuter dans les cafés étudiants. Malgré sa situation précaire, Isaline ne put s'empêcher d'être fascinée par cette image de sa mère qu'elle n'avait jamais connue. Elle s'intéressait à vous, je le croyais. Nous étions proches, très proches même, l'été de notre 3e année. Je l'ai emmenée ici pour lui montrer les paysages sauvages que j'aimais. Nous avons passé 3 jours magiques dans cette cabane. Ses yeux se voilèrent de nostalgie. Je pensais que c'était le début de notre histoire d'amour. Mais à la rentrée, Julien est revenu de son stage à Londres.
mon grand frère parfait, avec ses costumes sur mesure et son charisme naturel. Florence l'a rencontré à une soirée que j'organisais. Il ricana amèrement. Une soirée pour la présenter à mes amis comme ma petite amie. Au lieu de ça, elle est tombée amoureuse de lui au premier regard. Isaline commençait à comprendre la profondeur de la blessure d'Hervé. Vous ne lui aviez jamais dit ce que vous ressentiez. J'étais timide, réservée. Je pensais que nos moments complices suffisaient, qu'elle comprendrait naturellement. Mais Julien, lui, n'a pas hésité. Il l'a invitée à dîner dès le lendemain, lui a fait livrer des roses chaque jour, l'a emmenée en week-end à Venise. En 3 semaines, ils étaient inséparables. Et vous avez fait quoi? J'ai souffert en silence, comme un imbécile. J'assistais impuissant à leur idylle, en espérant que Florence se lasserait de Julien et reviendrait vers moi, mais ça n'est jamais arrivé. Hervé se leva et se remit à faire les 100 pas dans l'espace exigu de la cabane. Isaline remarqua qu'il gardait constamment une main dans sa poche de veste, probablement sur une arme. Le pire, c'est qu'ils m'ont demandé d'être témoin à leur mariage. Vous imaginez, rester là, sourire, et regarder la femme de votre vie épouser votre frère. Vous auriez pu refuser, vous distancer. J'ai essayé. Après le mariage, je suis partie travailler à Marseille, mais Julien m'a fait revenir dans l'entreprise familiale quelques années plus tard. Et puis, vous êtes née. Le visage d'Hervé s'adoucit imperceptiblement. Élodie, vous étiez si mignonne, une petite poupée avec vos boucles brunes et vos yeux verts. Florence vous adorait, et vous l'adoriez en retour. Vous formiez cette famille parfaite que je n'aurais jamais. Alors vous avez décidé de la détruire. Non, non, ce n'était pas ça, s'écria-t-il avec véhémence. Mon plan n'était pas de vous faire du mal ou de détruire qui que ce soit. Je voulais juste prouver quelque chose. Quoi? Que j'étais capable d'être un héros, que j'étais capable de sauver ce qui comptait le plus pour Florence, sa fille. Hervé s'arrêta devant elle, les yeux brillants d'une fièvre maladive. J'allais vous enlever pendant quelques jours, organiser des recherches, puis vous retrouver miraculeusement. Florence m'aurait vu comme son sauveur, son protecteur, et elle serait tombée amoureuse de vous, peut-être, ou au moins, elle aurait compris que j'existais, que j'étais plus qu'un simple beau-frère effacé. Isaline le regardait avec un mélange de pitié et de dégoût. Vous étiez prêt à traumatiser une enfant pour attirer l'attention d'une femme mariée. J'étais désespérée. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est de vivre dans l'ombre de quelqu'un, d'être invisible aux yeux de celle qu'on aime. Alors racontez-moi exactement ce qui s'est passé à Biarritz. Hervé s'effondra à nouveau sur sa caisse, soudain vidé de toute énergie. J'avais tout préparé. Je savais que vous jouiez toujours sur la plage, pendant que vos parents prenaient l'apéritif sur la terrasse de l'hôtel. Je vous ai abordé en me présentant comme un ami de papa. Vous m'avez fait confiance. Sa voix se brisa. Mon Dieu, vous m'avez fait confiance. Vous avez pris ma main et vous m'avez suivi sans poser de questions. Où m'avez-vous emmené? Dans ma voiture. Je vous avais préparé un hôtel à Bayonne, loin de Biarritz, mais pas trop non plus. Mon plan était de vous garder 2 ou 3 jours, puis de vous ramener en prétendant vous avoir trouvé. Mais quelque chose a mal tourné. Vous avez commencé à pleurer dans la voiture. Vous appeliez vos parents. Vous vouliez rentrer. J'ai essayé de vous calmer, de vous expliquer que c'était un jeu, mais vous n'étiez qu'une gamine de 4 ans. Hervé enfouit son visage dans ses mains. À l'hôtel, vous avez voulu vous enfuir. Vous avez couru vers l'escalier de secours, mais vous avez trébuché. Votre tête a heurté la rampe en fer forgé. Et après, vous étiez inconsciente. Beaucoup de sang. J'ai paniqué complètement. Je vous ai emmené aux urgences en disant que je vous avais trouvé ainsi sur la route. Quand vous vous êtes réveillé, vous ne vous souveniez plus de rien. Ni de vos parents, ni de moi, ni de votre nom. Rien. Isaline ferma les yeux, essayant d'imaginer cette petite fille terrifiée qu'elle avait été. Alors vous avez improvisé. J'ai eu peur. Peur d'être arrêtée. Peur que l'enquête remonte jusqu'à moi. Alors j'ai falsifié vos papiers d'hôpital. Je vous ai donné une nouvelle identité et je vous ai emmené à l'orphelinat Sainte-Espérance, en laissant mes parents croire que j'étais morte. Je pensais que c'était temporaire. Je me disais que votre mémoire reviendrait, que je pourrais arranger les choses. Il releva la tête, les yeux rouges. Mais les mois ont passé, puis les années, et plus le temps passait, plus il devenait impossible de revenir en arrière.
Vous avez vu ce que votre silence causait à ma famille. Bien sûr que je l'ai vu. Florence qui sombrait dans la dépression, Julien qui devenait fou à force de vous chercher partout, leur mariage qui s'effritait, sa voix monta dans les aigus. Vous croyez que ça ne me faisait rien, vous croyez que je dormais tranquillement en voyant Florence dépérir. Mais ça ne vous a pas empêché de continuer à vous taire. J'étais coincée. Si j'avouais, j'allais en prison, et Florence me haïrait encore plus. Si je me taisais, au moins elle gardait l'espoir de vous retrouver un jour. Sauf qu'elle n'a jamais retrouvé cet espoir. Elle est morte dans un accident de voiture. Hervé tressaillit violemment. Ce n'était pas un accident. Quoi ? Florence, elle s'est suicidée. Je le sais parce qu'elle m'avait appelé le matin même. Elle m'avait dit qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle allait rejoindre sa petite fille. Des larmes coulaient maintenant sur ses joues. J'ai essayé de la raisonner, de lui dire qu'il fallait qu'elle tienne le coup, mais elle avait déjà pris sa décision. Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Isaline réalisait que sa mère était morte par sa faute, ou plutôt par la faute de cet homme qui l'avait fait disparaître. 24 ans, murmura-t-elle. 24 ans que vous vivez avec ça. 24 ans d'enfer. Et maintenant, vous voilà de retour pour tout révéler. Qu'est-ce que vous comptez faire de moi ? Hervé sortit lentement sa main de sa poche, comme elle l'avait deviné. Il tenait un pistolet, je ne sais pas encore, pendant qu'Isaline était retenue prisonnière dans la cabane bretonne. Julien Marchand vivait les heures les plus angoissantes de sa vie depuis la disparition d'Élodie. Quand Henri était venu lui annoncer qu'Isaline n'était pas venue donner son cours à Valéria et qu'elle ne répondait pas au téléphone, une alarme stridente s'était déclenchée dans son esprit. Il avait immédiatement foncé chez elle, trouvant la maison vide avec des signes de lutte évidents, une chaise renversée, des clés abandonnées sur le sol, la porte restée ouverte. Plus troublante encore, il avait découvert dans le salon une boîte métallique ouverte contenant des documents qui lui avaient coupé le souffle, le certificat de naissance d'Élodie, des photos de leur famille, les lettres qu'il lui avait écrites pendant toutes ces années. Elle savait, Isaline savait qui elle était vraiment. Monsieur Marchand, le commissaire du bois, un homme d'une 50aine d'années qui connaissait l'histoire de la famille, l'observait avec gravité. Nous avons vérifié les appels téléphoniques. Le dernier contact d'Isaline Morel remonte à hier soir. Avec l'hôpital Pasteur depuis, plus rien. Elle a été enlevée, affirma Julien d'une voix blanche. Exactement comme il y a 24 ans. Monsieur, nous ne pouvons pas. Elle a découvert qu'elle était ma fille. Quelqu'un ne voulait pas que cette vérité éclate au grand jour. Julien faisait les 100 pas dans le salon d'Isaline. Son cerveau tournant à pleine vitesse. Qui d'autre que lui savait qu'Isaline était Élodie, qui avait intérêt à la faire disparaître une seconde fois? Son téléphone vibra. Henri. Monsieur, j'ai du nouveau votre frère Hervé. Il n'est pas rentré chez lui hier soir. Sa femme s'inquiète. Hervé. L'image de son frère cadet s'imposa brutalement à l'esprit de Julien. Hervé qui avait toujours été jaloux de sa réussite. Hervé qui connaissait tous les détails de la disparition d'Élodie. Hervé qui s'était montré étrangement nerveux depuis qu'Isaline travaillait pour eux. « Commissaire !» appela-t-il avec urgence. « Je crois savoir qui l'a enlevé. » Dans la cabane bretonne, l'atmosphère s'était encore tendue. Dehors, une tempête automnale se levait, faisant gémir les vieilles planches et siffler le vent entre les interstices. Hervé n'avait pas bougé de sa position, le pistolet toujours à la main, mais Isaline voyait qu'il luttait contre lui-même. « Vous ne me tuerez pas », dit-elle soudain avec une assurance qu'elle était loin de ressentir. « Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Parce que vous n'êtes pas un tueur. Vous êtes un homme brisé qui a fait une erreur terrible. Mais vous n'êtes pas un monstre sanguinaire. » Hervé la regarda avec surprise. « Vous ne me connaissez pas. Si je vous connais, je viens de passer 1 heure à vous écouter me raconter votre histoire. Vous étiez amoureux, désespéré, jaloux, mais vous n'aviez jamais eu l'intention de me faire du mal. Sinon, vous m'auriez tué il y a 24 ans pour effacer les preuves de votre crime. J'ai peut-être changé. 24 ans de culpabilité, ça peut rendre fou. Possible. Mais alors pourquoi m'avoir gardé en vie jusqu'à maintenant? Vous avez eu tout le trajet depuis Nice pour vous débarrasser de moi. » Hervé baissa légèrement son arme, troublé par la logique d'Isaline. « Qu'est-ce que vous voulez? La vérité. Toute la vérité. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Nous ne pouvons pas rester cachés ici éternellement. Je ne sais pas. » Pour la première fois depuis des heures, Hervé sembla perdre contenance.
J'espérais avoir le temps de réfléchir, de trouver une solution. Il n'y a pas de solution. Hervé, pas d'échappatoire, tôt ou tard, il faudra affronter les conséquences de vos actes. Vous croyez que je ne le sais pas, explosa-t-il. Vous croyez que je ne pense pas à ça chaque jour depuis 24 ans. Mais avouer, c'est détruire définitivement ce qui reste de ma vie. Et continuer à fuir, c'est détruire définitivement la mienne. Un silence lourd s'installa, ponctué seulement par le rugissement du vent et le fracas des vagues contre les rochers. Isaline sentait qu'Hervé était à bout, que son équilibre mental tenait à un fil. Il fallait qu'elle trouve les mots justes pour l'empêcher de basculer définitivement. « Hervé, regardez-moi », dit-elle doucement. « Je suis Élodie, la petite fille que vous avez emmenée de cette plage il y a 24 ans. Qu'est-ce que vous voyez en me regardant ?» Il leva péniblement les yeux vers elle. « Je vois cette gamine terrifiée qui criait « Papa » dans ma voiture. Je vois Florence dans vos traits. Je vois Julien dans votre façon de relever le menton quand vous êtes déterminé. Exactement. Vous ne voyez pas une ennemie ou une menace. Vous voyez une fille qui veut juste retrouver son père et comprendre pourquoi sa vie a été détruite. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues d'Hervé. « J'ai tout gâché, tout. Florence est morte par ma faute. Julien a souffert pendant des décennies par ma faute. Et vous, mon Dieu, qu'est-ce que je vous ai fait? Vous pouvez encore réparer. Pas tout, mais une partie. Comment? En me ramenant à mon père, en lui disant la vérité, en acceptant les conséquences de vos actes. » Hervé secoua violemment la tête. « Julien me tuera de ses propres mains quand il saura. Vous ne le connaissez pas quand il est en colère. Peut-être, ou peut-être qu'il comprendra que vous avez assez souffert aussi. » Un bruit de moteur se fit entendre au loin. Presque couvert par le vacarme de la tempête, Hervé se figea, l'oreille tendue. « Qu'est-ce que c'est ?» Le bruit se rapprochait. Plusieurs véhicules, semblait-il. Hervé se précipita vers la fenêtre et pâlit en découvrant des phares qui approchaient sur le chemin de terre menant à la cabane. Comment ont-ils pu nous retrouver? Mon père n'est pas devenu milliardaire en renonçant facilement, dit Isaline avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Il a dû mobiliser tous ses moyens. Les véhicules s'arrêtèrent devant la cabane, dans la lumière des phares. On distinguait des silhouettes qui se déployaient autour du bâtiment. Une voix familière résonna dans un haut-parleur. « Hervé, c'est Julien. Je sais que tu es là-dedans avec ma fille. Sors et nous pourrons parler ?» Hervé paniqua complètement. Il pointa à nouveau son arme vers Isaline, les mains tremblantes. « Non, non, il va me tuer. Je ne peux pas. Hervé, écoutez-moi, » dit Isaline d'une voix ferme malgré sa peur. « Il y a des policiers dehors, si vous me faites du mal maintenant. Il n'y aura plus aucun espoir pour vous. Mais si vous vous rendez, me rendre, pour finir ma vie en prison, pour enfin être libre du poids de votre secret. » À l'extérieur, Julien s'était approché de la porte, protégé par les policiers. Sa voix était tendue mais contrôlée. « Hervé, je sais que tu m'entends. Je sais ce qui s'est passé il y a 24 ans. Hermana Consuelo m'a dit la vérité avant de mourir. » Isaline sursauta. « Hermana Consuelo est morte. » Hervé hocha misérablement la tête. « Elle a eu une crise cardiaque hier après votre visite. Elle a vécu juste assez longtemps pour tout raconter à votre père. »« Hervé, » continua la voix de Julien. « Rends-moi ma fille et nous trouverons une solution. Tu es mon frère, bon sang. Malgré tout ce qui s'est passé, tu restes mon frère. » Ces mots eurent un effet dévastateur sur Hervé. Il s'effondra sur le sol, sanglotant comme un enfant, l'arme encore serrée dans sa main tremblante. Il dit ça maintenant. Mais quand il connaîtra tous les détails, quand il saura que c'est à cause de moi que Florence s'est tuée, Isaline vit sa chance. D'une voix douce, presque hypnotique, elle commença à fredonner une mélodie qui lui était venue naturellement aux lèvres, la berceuse de son enfance, celle que ses parents lui chantaient pour l'endormir. « Dors mon petit soleil, ferme tes yeux si beaux. » Hervé releva brusquement la tête, comme frappé par la foudre. Cette chanson, c'est celle que Florence vous chantait. Les étoiles dans le ciel veillent sur ton sommeil. « Arrêtez, » supplia-t-il, les larmes redoublant. Mais Isaline continua, mettant dans sa voix toute la tendresse dont elle était capable. Cette berceuse qui avait hanté ses rêves pendant des années prenait enfin tout son sens. C'était le dernier cadeau de sa mère. Le lien invisible qui l'avait relié à sa vraie famille à travers les décennies. Hervé laissa tomber son arme et enfouit son visage dans ses mains. « Pardonnez-moi, Élodie, pardonnez-moi, Florence. »
Le moment était venu, avec une infinie précaution. Isaline lui dit « Ouvrez cette porte, Hervé, il est temps de rentrer à la maison. » 1 an plus tard, le soleil matinal filtrait à travers les grandes baies vitrées du centre aquatique thérapeutique Petit Soleil, illuminant la piscine d'un bleu cristallin qui rappelait les plus belles journées de la Côte d'Azur. Isaline ajustait les derniers détails de la décoration pour l'inauguration officielle qui aurait lieu dans quelques heures. Des guirlandes dorées ornèrent les murs et des centaines de roses blanches embaumaient l'air de leur parfum délicat. « Mademoiselle Élodie, tout est prêt. » Camille, maintenant âgée de 9 ans, courut vers elle avec l'enthousiasme débordant qui la caractérisait. La petite fille faisait partie des premiers bénéficiaires du centre, continuant sa thérapie aquatique dans ce cadre exceptionnel que Julien avait fait construire spécialement pour sa fille. « Merci, ma puce. Tu es prête pour la démonstration de natation. »« Oui, mes parents sont si fiers. Ils disent que grâce à vous, je suis devenue une vraie sirène. » Isaline sourit, caressant tendrement les cheveux de l'enfant. Ces mots simples résumaient parfaitement la mission qu'elle s'était donnée. Transformer les traumatismes aquatiques en histoire de résilience et d'espoir. Élodie, elle se retourna et vit Julien qui s'approchait, élégant dans son costume sombre, mais le visage détendu comme elle ne l'avait jamais vu auparavant. Il tenait dans ses mains un cadre qu'il lui présenta avec émotion. Le dernier détail pour l'inauguration, c'était sa petite serviette Petit Soleil, soigneusement encadrée et préservée sous verre. En dessous, une plaque dorée portait l'inscription « En mémoire de tous les liens d'amour qui survivent au temps et aux épreuves. »« Papa » murmura-t-elle émue, ce simple mot, qu'elle avait appris à prononcer naturellement après des mois de reconstruction patient de leur relation, fit briller les yeux de Julien. Les premiers temps avaient été difficiles. La révélation de la vérité, malgré la joie immense de retrouver sa fille, avait créé un mélange complexe de bonheur, de colère et de culpabilité mutuelle. Isaline lui avait voulu de ne pas lui avoir dit immédiatement qui elle était, de l'avoir fait jouer cette comédie des cours de natation pour Valéria. Julien, de son côté, se reprochait de ne pas l'avoir reconnue plus tôt, de ne pas avoir su la protéger quand elle n'était qu'une enfant, mais l'amour avait fini par triompher de tous les malentendus. Avec l'aide du docteur Romain, le psychiatre de Julien, ils avaient reconstruit patiemment leur lien père-fille, apprenant à se connaître en tant qu'adultes, tout en redécouvrant l'affection instinctive qui les avait toujours liés. L'avocat d'Hervé a appelé ce matin, annonça Julien doucement. Le procès aura lieu le mois prochain. Isaline hocha la tête. Hervé avait été incarcéré depuis l'épisode de la cabane bretonne, accusé d'enlèvement, de séquestration et de falsification de documents. Malgré tout ce qu'il lui avait fait subir, Isaline éprouvait une forme de compassion pour cet homme brisé qui avait passé 24 ans à vivre avec le poids de sa culpabilité. « Tu vas témoigner en sa faveur ?» demanda Julien. « Oui, pas pour excuser ses actes, mais pour expliquer qu'il a assez souffert, et pour honorer la mémoire de maman. » Le nom de Florence pouvait maintenant être prononcé sans que Julien s'effondre. Avec Isaline, ils avaient appris à parler de celle qui les avait tant aimés, à partager leurs souvenirs pour que sa mémoire reste vivante entre eux. « Elle aurait été si fière de ce que tu es devenu, » dit-il en contemplant le centre qui s'activait autour d'eux. « Et elle aurait adoré voir Valéria aujourd'hui. » Effectivement, l'adolescente venait d'entrer dans la piscine principale. Nageant avec l'assurance d'une championne, sa thérapie avait été un succès complet, et elle était maintenant bénévole au centre, aidant d'autres jeunes à surmonter leur phobie aquatique. Élodie, Julien. Une voix familière les fit se retourner. Maître Durand, le notaire de la famille, s'approchait avec un dossier sous le bras et un sourire satisfaction. « Tout est finalisé. Mademoiselle Élodie Marie Marchand est désormais officiellement reconnue comme héritière légale de l'Empire Marchand. » Isaline avait choisi de conserver son prénom d'adoption, Isaline, tout en reprenant légalement son identité de naissance. Elle était maintenant Isaline Élodie Marchand, synthèse parfaite de la femme qu'elle était devenue et de l'enfant qu'elle avait été. Et la fondation, s'en quitte-t-elle, officiellement créée ce matin, la Fondation Florence Marchand pour l'aide aux familles d'enfants disparus est maintenant opérationnelle. C'était le projet le plus cher au cœur d'Isaline. Avec une partie de son héritage, elle avait créé cette fondation qui venait en aide aux familles confrontées à la disparition d'un proche, leur offrant un soutien psychologique et des moyens de recherche que Julien et Florence n'avaient pas eus en leur temps. Mademoiselle Isaline, un petit garçon d'une dizaine d'années, s'approcha timidement. «
Ma maman dit que vous allez m'apprendre à ne plus avoir peur de l'eau. » Isaline s'agenouilla à sa hauteur, reconnaissant immédiatement les signes d'un traumatisme aquatique dans le regard de l'enfant. « Comment tu t'appelles ?»« Théo. Théo. » Le même prénom que l'enfant qui avait déclenché toute cette histoire au club Agua Marina, comme un signe du destin qui venait boucler la boucle. « Théo, tu veux que je te dise un secret ? Moi aussi, j'ai eu très peur de l'eau quand j'étais petite. Mais j'ai appris que l'eau peut devenir notre amie si on lui fait confiance. C'est vrai, c'est vrai. Et tu sais quoi ? Dans quelques semaines, tu nageras comme un petit dauphin. » Les premiers invités commençaient à arriver pour l'inauguration. Isaline reconnut plusieurs familles qu'elle avait aidées au cours de l'année, des journalistes, des représentants d'associations caritatives, et même quelques anciens pensionnaires de l'orphelinat Sainte-Espérance venus rendre hommage à Hermana Consuelo. La religieuse était décédée le lendemain de sa confession, emportant avec elle tous les secrets qu'elle avait gardés. Ses derniers mots avaient été pour demander pardon à Isaline et pour exprimer sa joie de la voir enfin réunie avec son père. Elle reposait maintenant au cimetière de Nice, sous une pierre tombale où était gravé « Elle a aimé comme une mère ceux qui n'en avaient ne plus. Mesdames et messieurs », annonça Julien en prenant place devant le micro installé pour l'occasion. « Bienvenue à l'inauguration du centre aquatique thérapeutique Petit Soleil. » Sa voix porta dans tout l'espace, claire et assurée. Ce centre est né d'une histoire personnelle douloureuse, mais aussi d'un espoir immense. Il y a 1 an, j'ai retrouvé ma fille, après 24 années de séparation. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble ces portes, pour que d'autres familles puissent guérir, espérer et se reconstruire. Les applaudissements résonnèrent dans tout le bâtiment. Isaline prit à son tour la parole. L'eau a longtemps été pour moi synonyme de peur et de traumatisme. Aujourd'hui, elle est devenue mon outil de guérison et d'espoir. Ce centre accueillera tous ceux qui ont besoin de retrouver confiance en eux, que ce soit après un accident, un traumatisme ou simplement par peur naturelle. Elle marqua une pause, son regard se perdant vers la roseraie visible par les grandes baies vitrées. Ma mère, Florence Marchand, disait que les roses blanches symbolisent l'amour pur et éternel. J'ai appris que cet amour peut survivre à toutes les épreuves, traverser toutes les tempêtes et renaître même après les plus longues séparations. Les semaines suivantes virent défiler au centre des dizaines d'enfants et d'adolescents. Isaline retrouva sa passion d'antan, accompagnée maintenant d'une sérénité nouvelle. Elle savait enfin qui elle était, d'où elle venait, et surtout, vers où elle allait. Chaque soir, elle dînait avec Julien dans la grande villa de Cannes, partageant les événements de leur journée comme n'importe quel père et sa fille. Ils avaient instauré un rituel touchant. Avant de se coucher, ils allaient tous les deux déposer une rose blanche sur la tombe de Florence, lui racontant leurs projets et leur bonheur retrouvé. Un soir de décembre, alors qu'ils revenaient de leur visite quotidienne au cimetière, Julien s'arrêta dans le jardin de roses blanches. « Tu sais ce que m'a dit le docteur Romain aujourd'hui ? » ?»« Non. Quoi ? » ?»« Que Florence serait fière de voir comme nous avons su transformer notre douleur en force pour aider les autres. » Isaline sourit, respirant le parfum délicat des roses qui fleurissaient même en hiver sous le climat méditerranéen. « Tu crois qu'elle nous voit ? J'en suis certain. Et je suis certain aussi qu'elle sourit en voyant son petit soleil illuminer la vie de tant d'enfants. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des décennies, Isaline dormit sans faire de cauchemar. Dans ses rêves, elle était redevenue cette petite fille de 4 ans qui courait dans le jardin de roses blanches, portée par les rires de ses parents et bercée par une mélodie douce qui parlait d'amour éternel et de soleil qui ne se couche jamais. L'histoire d'Élodie, Petit Soleil, Marchand, était enfin complète, et elle ne faisait que commencer.